Ok. Donc, on se rappelle que hier, on avait essayé de mettre en place une base de données. On a aussi travaillé avec AD SQL, cet outil qui nous permettait, au fait, cet outil qui nous permettait de nous connecter à notre base de données, à nos différentes bases de données et voir les éléments, les tables. Alors, on avait fait notre exercice hier de créer une table avec, à la main, des commandes. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est que on commence par la création euh, de cette même table, mais en passant par la Laravel. Donc, en passant par le migration dans la Laravel. Alors, comme je l'avais déjà introduit, quand vous travaillez avec la Laravel, il y a un dossier database à l'intérieur duquel il y a un dossier qui s'appelle Migrations. Donc, et quand vous entrez par défaut, il y a déjà des migrations dedans. C'est des migrations par défaut qui viennent gérer certaines choses. Par exemple, nous avons une migration de users. Donc, c'est une migration qui fait la création d'un utilisateur. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais nous, on a créé une seule migration, mais pourquoi on a autant de tables? C'est parce que ça vient déjà avec certaines migrations par défaut que vous pouvez modifier à vos risques et périls. Donc, vous avez une migration pour le password reset tokens. C'est un système complet qui permet la création d'un compte utilisateur, la connexion et le resetting du mot de passe. Donc, si ça envoie par mail le token pour que quelqu'un clique dessus et qu'il soit en mesure de changer son mot de passe. Nous avons la table Create Fails Job. Ça, c'est pour les tâches asynchrone qui ont échoué. On ne va pas en parler maintenant. Et puis, Create Personal Access Tokens, qui est une table tout simplement qui permet de sécuriser un accès, euh, comment on appelle ça, un accès à des ressources API à travers une authentification. Donc, l'objectif ici, c'est pas de les exploiter maintenant. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir créer une migration euh, propre à nous-mêmes. Pour ça, je vais rentrer d'abord dans ma base de données pour supprimer la table que j'avais là. Euh, Use formation, Laravel, et puis drop table personne. Je supprime la table la personne. Maintenant, après avoir supprimé, on va créer cette table personne. Euh, on se rappelle de cette table-là contenait quoi, non? Alors, à travers le migration, voilà comment on va le faire. C'est des mots-clés. Vous commencez par PHP espace Artisan, PHP espace Artisan. Après, vous faites make deux points migration. Ouais, mais jusque-là, ça ne change, c'est des mots-clés. Ça ne change pas. PHP Artisan make deux points migration. Et c'est ce qui suit qui est le paramètre, c'est-à-dire que le nom de votre migration. J'avais expliqué qu'une migration, c'est pas une table. C'est un schéma de table. C'est quelque chose, c'est comme un moule qui permet que si on utilise la pâte, on peut faire des gâteaux avec. Donc, la migration, c'est un schéma de table. Dès que vous l'exécutez, il crée une table. Si vous l'exécutez encore, il va vous dire que cette table-là existe. Donc, c'est juste un schéma, c'est pas une table. Parce que les gens vous disent, oui, mais une migration est une table. Non, c'est pas une table, mais c'est un schéma qui vous permet de créer une table. Donc ici, on est en train de créer le schéma qui va nous permettre que quand on va l'exécuter, c'est ça qui va créer une table. Alors,
les mots, comme on l'a écrit là, PHP Artisan Make deux points migration, ça ne change pas. La seule chose qui va changer, c'est le nom de votre migration. Bon, nous, on a pris l'habitude d'écrire le nom de migration en anglais parce que on n'a pas d'accent. Donc, tu vois, les caractères spéciaux, on n'utilise pas ça. Et c'est plus court. Tu vois, par exemple, quand vous dites créer la table utilisateur, en français, c'est trop long. Alors qu'en anglais, on peut juste dire create users table. C'est court. Donc, c'est l'habitude qu'on a pris pour certains d'entre nous, même ceux-là qui ne sont pas anglophones. Donc, ici, nous, on veut créer la table personne. Alors, nos migrations, il n'y a pas une convention qui fait que si tu nommes mal la migration, elle va pas fonctionner. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, ça va fonctionner. Sauf que nos migrations doivent avoir des noms qui permettent de comprendre tout de suite qu'est-ce que cela veut dire. Par exemple, moi, je vais écrire une migration pour la création d'une table personne. Et pour ça, je vais dire create per person table. Parce que le nom compte. Quand je dis create sous-tirer personne. Et quand je dis personne, je mets personne avec ES à la fin. Personne. Et puis, j'ai dit table. C'est pour que, quand il va créer la migration, même le nom de la table va avoir, euh, le nom de la table sera personne. Le nom de la table va pas s'appeler create person table, mais ça va s'appeler personne. Donc, PHP Addison make deux points migration. Ce qui suit, c'est juste le nom de la table. Maintenant, ça signifie que chez vous, bonjour, ça signifie que dès lors qu'on sait, bon, dès lors que ça c'est bon, et que vous-même, vous pouvez aussi créer des migrations avec des noms de tables que vous riez bien, sans se dire, mais là, on a créé la table personne, mais comment on peut créer la table euh, utilisateur? Ben, on va faire pareil. C'est PHP Addison make deux points migration, create users table. Et là, c'est create person table. Si j'exécute cette migration, il va créer un fichier. D'abord, venons dans le migration. Combien de migrations on a ici, s'il vous plaît? Vous arrivez à les compter? On a quatre. Donc, si on exécute la commande là, on aura un cinquième fichier qui va s'afficher. Alors, quand je fais ça, si tout va bien, il peut toujours avoir un petit problème qui peut se poser. Dans certains cas, c'est des problèmes liés aux dépendances dans votre dossier render. Certaines choses ne sont pas bien chargées et vous essayez d'exécuter ça, ça ne s'exécute pas. Mais dans notre cas, ça a fonctionné. Vous voyez, on vous montre info, donc le truc bleu là, migration, il vous dit créer dans le dossier 16 ans, HTDocs, formation Laravel, database, migrations, et puis vous avez une date. La date c'est 2024, 8, 8, donc août, 8 août. Et puis il a pris quoi? Il a pris sûrement un numéro au hasard peut-être. Et puis il a dit create person table .php. Et à la fin, le message, c'est quoi? C'est created successfully. Donc, la migration a été créée avec succès. Donc, c'est bon. Maintenant, si on vient au niveau du dossier de migration, si on vient au dossier de migration, vous allez voir qu'on a une nouvelle migration qui est là, qui s'appelle telle qu'on l'a nommée. Et donc, ce fichier-là, on va cliquer dessus pour maintenant aller voir à quoi il ressemble. Alors, ce fichier, c'est une classe, ce qu'on appelle de classes anonymes, hein. C'est des notions qui sont arrivées avec le PHP 8 et avec la version 10 de Laravel. C'est des classes anonymes, hein. Vous voyez, il retourne New Class Extends Migration. En fait, c'est une classe qui n'a pas de nom. Au début, dans les anciennes versions de Laravel, par exemple 8, on n'avait pas de classe anonyme. Et donc ici, on a maintenant une classe anonyme qu'il a créée. Et qu'est-ce qu'il fait? Cette classe anonyme a deux fonctions principales. Dans cette classe, il y a deux fonctions principales seulement. Nous avons la fonction et la fonction down. En fait, la fonction up veut dire quoi?
La fonction up, c'est tout ce qui va se créer. Et la fonction down, c'est tout ce qui va se soustraire. Quand j'ai dit se créer, c'est que ici, dans cette fonction, nous mettons tout ce qui va permettre de créer une table. Et ici, nous allons mettre tout ce qui va permettre de supprimer cette table. Mais ces deux fonctions ne sont pas là que pour la création de tables, mais on peut aussi ajouter des champs. C'est-à-dire qu'on peut créer une nouvelle migration pour l'objectif d'ajouter un champ dans cette fonction-là. Et pour supprimer ces champs-là dans notre fonction. Nous avons deux fonctions, up and down. Donc, vu que nous, reproduire notre, on veut reproduire notre table personne qu'on avait déjà créée. Si j'ouvre le fichier qu'on avait hier là, c'était sur le bureau, il est là, c'était formation Laravel. Si je l'ouvre avec Notepad, vous voyez que on avait un champ qui s'appelait numéro, un champ qui s'appelait nom, prénom, euh, structure, fonction, email, téléphone. On va voir comment on va créer ça maintenant en Laravel. Alors, ici déjà, on va lui dire quoi? On va dire ici, je vais expliquer, hein. Il y a un objet, en fait, c'est pas vraiment un objet, mais ici c'est considéré comme une façade. Ça ressemble un peu à une méthode statique en PHP où vous avez la classe, vous avez une classe là, 2.2.create. Quelqu'un va se dire, ah, je comprends facilement, ça c'est une méthode statique. Mais quand vous entrerez dans cette classe schema, vous n'allez pas trouver cette méthode en tant que statique. En fait, c'est une façon, c'est un design pattern que Laravel a mis en place pour créer des façades. La façade, c'est une classe qui représente un objet et qui vous permet d'appeler des méthodes de cet objet-là. Donc, c'est comme par exemple, on dit, nous avons, euh, on a par exemple une classe qui a la capacité de faire l'enregistrement des utilisateurs, la modification, la suppression, l'enregistrement des transactions, tout. Mais toi, tu te dis, moi, j'ai besoin de cette classe-là, mais j'ai pas besoin de tout. Donc, moi, au lieu d'avoir cette classe-là en présentiel qui, quand je l'instancie, j'ai pu accéder à tout, moi, je vais créer une façade qui va hériter de cette classe, mais pour tirer juste ce dont j'ai besoin. Bon, on verra peut-être si on aura le temps de créer nos propres façades à la main et de les explorer. Donc, ici, qu'est-ce que ça signifie? Vous avez l'objet schema. Vous faites schema 2.2.create. Et les create, là, c'est pour dire on crée. Create, entre parenthèses, vous prenez un premier élément parce que c'est une fonction. Le premier paramètre, c'est quoi? C'est le nom de la table. Et vous voyez que le premier paramètre, il a mis personne. C'est ça qui va avoir comme le nom de la table. Et le deuxième paramètre est une closure. Je sais pas encore si on sait c'est quoi une closure en fait. C'est comme passer une fonction anonyme qui va effectuer des opérations. Donc, premier paramètre, le nom de la table. Deuxième paramètre, c'est une closure. Mais là, c'est pas comme si on va vous dire, bon, mettez une closure de votre choix. Non, ça existe déjà. Donc, vous voyez là, nom, personne, et ce qui suit, c'est la fonction. Et c'est une fonction qui prend en paramètre un objet de type blueprint. Vous n'avez même pas besoin de savoir. Vous allez aussi mettre vraiment blueprint là-dedans. Et puis ici, vous nommez ça soit table, puisque blueprint est un objet. Vous allez dire, ça va prendre blueprint, c'est une table, le nom, en fait, c'est une variable. Cette variable, il n'est pas obligatoire que vous puissiez la nommer table. Vous pouvez la nommer objet, mais ici, vu que on suppose qu'on est en train de travailler pour une table, voilà pourquoi, par défaut, quand on a généré la régression, il a directement mis table. Et c'est cet objet qui, quand on ouvre les accolades, on ouvre le accolade, ouvrant et fermant, et ici, on peut maintenant commencer à définir des choses. Donc, l'objet table est là. Sur ça, là, on a des méthodes dessus qui permettent de faire des opérations. Par exemple, là, vous voyez table est dedans. Et là, on a
table-id. id là, c'est une fonction parce que, vous voyez, il y a des parenthèses là. id, c'est une fonction. Mais cette fonction permet de faire quoi? Avec cette fonction, c'est comme si on disait, je reviens dans les notions d'SQL, c'est comme si on disait que on crée une table avec un champ qui va s'appeler id, mais qui sera de type big int. Big int qui a par défaut une taille de 20, comme ça. C'est comme si on disait qu'on crée un champ de type big int avec une taille par défaut de 20 et un champ qui va être non signé, unsigned, vous voyez, et qui va être un not null et qui sera un auto increment et qui sera une primary key. Imaginez-vous tout ce qu'on a écrit là. id, big int, 20, unsigned, not null, auto increment, primary key. Tout ça là se résume dans la fonction id. C'est-à-dire que tu fais seulement table-id, il te crée tout ce que tu aurais dû créer à la main. C'est déjà ça qui prouve que tu auras quand même un certain niveau de productivité. C'est-à-dire que tu ne seras pas obligé. Oui, ben, hmm. Bon, le big int déjà, le big int, ça signifie les gros, les gros entiers. Ouais. On peut mettre increment, tout simplement. On met increment, lui va se limiter à 10. Ouais. Donc, il y a id. Oui, vas-y. Je vais te montrer. Tu vois ici, dans notre table, nous, on avait défini hier, quand vous regardez sur notre fichier là, c'était int de 10. Or, lui, par défaut, il a mis id 20. Donc, ici, qu'est-ce que nous, on peut faire? On peut lui dire, on peut faire ceci. Pour créer numéro comme nous on veut. On va créer un champ de type integer, tu vois? Et à l'intérieur, tu lui donnes un nom, numéro. Maintenant, ici, tu peux lui définir que c'est un auto-incrément en faisant true. Est-ce que tu vois? Donc, ce qu'on a fait là, ça va te créer ce champ ici. Numéro, int, unsigned, not null, or increment primary. Voilà. Donc, tu mets true pour que ça soit considéré comme auto-incrément. Voilà. C'est bon? Ok. Donc, oui. Numéro comme? Non, quand tu dis ID, quand tu dis ID comme ça, en réalité, il va te mettre par défaut le nom de la colonne ID. Tu vois? Si tu mettais ID à l'intérieur, tu peux mettre le numéro à l'intérieur pour remplacer le champ ID par ce numéro. Mais il va rester toujours en big int. Tu vois? Il va rester en big int. Or, toi, tu as besoin de le mettre. Tu peux mettre increment. Tu vois? Tu mets increment. Et à l'intérieur, tu peux lui donner le nom du champ. Donc, au lieu de dire, tu peux faire ça, tu dis numéro. Là, maintenant, il va avoir la valeur de ça. 10, unsigned, not no. Et quand vous ne spécifiez pas les champs, il va laisser ça à ID. Parce que par défaut, il pense que c'est ID. Donc, c'est juste une façon qui vous permet d'être productif. Donc, vous dites increment et vous ajoutez les noms du champ. Parce que par défaut, regardez même, quand vous faites ça, increment, quand vous faites ça, vous voyez, il vous dit column name, string column. Vous pouvez laisser vide ici. Comment je fais ça?
OK. ID comme ça. Vous mettre numéro. Et on va voir le champ avec la même valeur que celui-ci. C'est bon? Voilà. Alors, ça c'était, oui, boss. Non, en fait, ici, l'objectif même, c'est de t'empêcher d'aller dans les create et autres. L'objectif, c'est de te permettre de tout faire comme on a fait hier. Regardez, on avait fait tout ça là hier. C'est beaucoup. Au lieu d'écrire tout ça là, tu écris seulement increment numéro. L'objectif des frameworks, c'est de te rendre productif. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont interposables sur plusieurs bases de données. Tu sais ça là, tu peux exécuter ça dans MySQL, ça marche, mais tu exécutes dans SQL Server, ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas le même vocabulaire. Dans SQL Server, là où on a mis primary key, ici, on va mettre identity. C'est pas le même vocabulaire. Mais, comme lui, il est intelligent, il va prendre ça, il va vérifier ta base de données. Si ta base de données c'est MySQL, il va les transformer comme MySQL le fait. Si c'est SQL Server, il va le faire comme SQL Server le fait. C'est-à-dire que le même code va s'exécuter sur SQL Server, sur PostgreSQL, sur MySQL, sur SQLite, voire même Oracle. C'est ça l'avantage des ORM. Parce que eux, en fait, ils se mettent à la place du middleware. Il va dire, ah, les codes là, mais la base de données qui me donne c'est PostgreSQL. Il va transformer à travers la fonction là. Il va transformer ça au schéma des SQL Server, ou MySQL, Oracle ou PostgreSQL. Et il va exécuter ça. Vous voyez que c'est très avantageux et plus productif comme ça. L'objectif, c'est celui-là. Alors, on va suivre. On va continuer. L'autre, l'autre champ qui venait, c'était quoi? C'était non. Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut copier ces machins-là? Comme ça, il va nous dicter. Sinon, je serai obligé de switcher tout le temps. Vous, a- vous avez ça? D'accord. Donc, vous allez me dicter alors. Alors, ce qui suit, c'est quoi? On va faire table. C'est le nom. C'est un string. Alors, ouais, maintenant ici, le varchar, c'est un string. Et on va mettre le nom. Non. Et c'était de quelle taille? 100. Ici, on fait juste virgule 100. Et si c'était not nul, on les laisse. Tout simplement, on fait rien. Que ça soit nul, là maintenant on peut dire nullable, comme ça. Mais ici, comme tu as dit, il est not nul, donc on fait ça, on se limite. On va au prochain champ, c'est quoi? Prénom. C'était un string toujours, n'est-ce pas? Prénom. 75, hein? Et lui, il était nullable, non? Ok, ok. Très bien. Hmm. Qu'est-ce qui venait encore? Structure, hein? Alors, structure, c'était une énumération, non? Hein? Inam. Oui. Et on met ici le tableau des énumérations en question. Donc ici, on va mettre quoi? L'éthique, virgule, ce qui suit, c'est quoi? CHUB, oh, CHUB, ce qui suit? Axi, TPM, ok. Ev. Et, il est pas là. Il dit. Voilà. Programme élargi de vaccination. Alors, ici, on peut lui dire que par défaut, je peux faire ça. Default, il va prendre quel élément, au cas où on l'a pas renseigné. Si par exemple on enregistre quelqu'un sans renseigner,
On peut dire qu'ici, on n'a pas renseigné, alors il répond PEV, CHU, autre. Donc, on n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'il est nullable? Est-ce qu'il peut être nul? Non. Donc, euh, alors ici, ah, pardon. En fait, ici, ça, c'est les éléments. On doit mettre d'abord le nom du champ en question, c'est structure, structure. Donc, structure, et puis, très bien, vous voyez, non? Parce que vous avez donné les types des champs enum. Le premier paramètre, c'est le nom du champ. Et le deuxième paramètre, c'est un tableau de énumération. Ce qui suit, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est fonction, hein? C'est string fonction. Il est nullable? Ok. Qu'est-ce qui suit? Adresse, hein? Adresse mail. Ouais, adresse. Alors, adresse mail, on va faire email. Alors, c'était quoi la taille de la fonction? C'est 100. Voilà. Alors, la taille de l'email, 75. Et nullable. Mais attention, on veut pas avoir deux adresses mail correspondantes. C'est-à-dire qu'on veut pas avoir deux adresses mail en même temps. 7@gmail.com, 7@gmail.com. Ici, on va lui dire unique, tout simplement. Tout simplement. Il peut être nul, mais dès qu'il y a une adresse mail déjà qui existe, on ne peut pas ajouter une autre adresse mail avec le même nom. Qu'est-ce qui va suivre? Téléphone. Téléphone, c'est aussi un string. Téléphone. La taille? 12. Il est nullable, mais il est unique. Voilà. Et qu'est-ce qui suit encore? La date de quoi? Euh, la date de création. Donc ici, ça va être les types de quoi? C'est date. Ici, on va dire date création. Il peut être nul? Non. Non. Très bien. Alors, ça va être considéré comme la date système. C'est des dates techniques. Comme on avait dit hier, quand vous regardez ici, on avait date création et date système. C'est bon? Maintenant, ici, il y a l'introduction d'autres choses, par exemple. Ne vous en faites pas. On peut, sur la migration, il y a beaucoup de types de données que vous pouvez mettre. Par exemple, je pouvais faire que cette table-là, cette date de création soit au format timestamp. Comme ça, il va prendre la date et l'heure. Date création, il va prendre la date, donc la date à la création et l'heure. Donc, c'est ça. Mais nous, on va laisser date pour dire que c'est ça. Maintenant, il y a un champ ici, par exemple. Ça, c'est par défaut qui vient dans la Laravel. Ça s'appelle timestamps. Cette fonction permet d'ajouter deux champs dans votre système. C'est des champs techniques, tout simplement. Le premier champ va s'appeler created at, qui est de type timestamp et qui peut être nul. Il est de type timestamp, peut être nul. Ou tout comme, peut avoir comme défaut, default times. Et il va ajouter un autre champ qui va s'appeler updated. Et c'est votre ORM qui va s'occuper de ça. Quand vous enregistrez les données, lui enregistre automatiquement la date de la création et la date de modification. La date de la création, c'est quoi? C'est que quand un objet est créé, c'est créé. Mais quand on modifie, la date de la création change pas, mais la modification, la date change. Et c'est pas vous qui vous occupez de ça, c'est l'ORM qui va s'en occuper. C'est bon?
Et si on voulait, par exemple, créer carrément comme on a créé chez nous, on enlève, on vire, on va virer les timestamps ici, on va dire table, et on va dire date system. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire timestamp, date system. Parce que, au fait, le problème, c'est lequel? Vous allez vous retrouver face à des applications qui existaient déjà, il faut respecter leur structure, leur nom. On te dit seulement de transposer ça sur des migrations. Parfois, tu seras obligé de faire ça. Donc, du coup, tu fais comme les autres ont fait. Sinon, ils vont dire, mais où est les champs date system où il voit pas ça? Or, on peut pas avoir date system et en même temps avoir create et update. Ça fait trop de champs techniques. Mais si on veut rester dans notre coin, on peut faire ça. Maintenant, pour le default, on avait dit l'autre c'était default. Et ici, on va juste dire carbone 2.2.now. Voilà. Donc, c'est pour dire que lui, il faut importer carbone en faisant, après, je fais ça. Voilà. Donc, c'est comme c'est comme faire ce qu'on avait fait ici. Timestamp, default, current timestamp. Comme ça, quand vous enregistrez, c'est bon. Donc, est-ce qu'on a tous vu comment on a mis en place cette migration? Et le bien avec ça, que ça va rester comme ça longtemps dans votre système. Vous n'êtes pas obligé, quand vous voulez installer, avoir un fichier SQL, vous installez d'abord. Oui. Remember token, on met pas ça. Remember token, en fait, c'est dans la table utilisateur. Parce que c'est l'utilisateur qui a besoin tu vois, les utilisateurs se connectent souvent et ils ont besoin de cocher ses souvenirs de moi quand ils se connectent. Ils cochent souvent ses souvenirs de moi. Quand ils cochent là, il va créer un token qui va ajouter dans le champ Remember Token de l'utilisateur. Mais comme dans les cas des personnes, on n'est pas en train on va pas baser par exemple le système d'authentification sur personne, on n'a pas besoin de Remember Token. Voilà. Alors, il y a beaucoup de types de champs. Là, on a juste reproduit ce qu'on a fait en SQL. Il y a beaucoup de types de champs. Il y a des types de champs comme, il faut qu'on les explore. Par exemple, on a des types de champs comme texte. Par exemple, si vous voulez une description longue, parce que souvent, si vous mettez varchar, supposez que vous voulez écrire une petite biographie de quelqu'un qui dépasse 255 caractères. Si vous avez prévu varchar, ben, vous êtes foutu parce que on ne pourra pas enregistrer plus de 255 caractères. Mais si vous voulez aller au-delà, vous pouvez faire texte. Et texte va élargir. Je pense que texte va jusqu'à plus de 512. Parce que 255, c'est sur, je pense, 32 bits. Non, sur oui, ouais, 32 bits, c'est 255, je pense. 64 bits, ça va jusqu'à 512, je pense, et au-delà. Donc, lui, quand vous faites texte, vous pouvez mettre du contenu, mais il est aussi limité. Ça signifie, par exemple, que si vous avez des images qui pèsent, moi, une fois, j'ai fait un système, j'avais des images qui pesaient et je devais enregistrer les images sous forme de chaîne de caractères. Donc, tu prends une image, tu convertis en base 64, tu le mets comme texte, il ne suffit pas. Il faut définir long texte et tu mets les noms. Par exemple, photo, pour dire qu'on va mettre l'image sous forme de nom. Et long texte, c'est ça qui a permis, par exemple, aujourd'hui, de faire des applications comme WordPress avec des articles. Quand tu écris un article, tu vois, c'est un article est long. Ces articles-là sont sauvegardés dans la base de données. Et donc, c'est long texte qui peut prendre ça. En dehors de cela, euh, vous avez des champs comme Boolean. Alors, les champs Boolean, en réalité, c'est comme par exemple pour dire active, pour vérifier si la personne est active ou pas. On peut mettre Boolean. En fait, ici, il va juste vous sortir un tiny int de la taille 1. Donc, tu peux mettre soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 9. Tiny int, Boolean. Nous, l'objectif, c'est actif, inactif. Vous avez, euh, vous avez des types de champs comme par exemple sort delete. Lui, il te permet de créer un champ
qui va s'appeler deleted heads. En fait, c'est comme une suppression logique. Donc, comme on avait dit, quand vous, bon, on va vous montrer, quand vous mettez un champ deleted head à l'intérieur pour qu'il soit pris en charge, il faut que vous puissiez définir un trait au niveau du modèle. On va expliquer ça après. C'est juste pour dire qu'il va créer un champ de type deleted head qui va être de type timestamp. Et ce champ-là va avoir comme partie, il sera nullable. Parce qu'on crée quelqu'un directement, c'est pas quelqu'un qui est supprimé. On a des champs de type integer. Au cas où je vais par exemple parler des quantités, parce qu'il faut couvrir tout ça ici, quantité. On sait que pour une quantité, on va pas mettre, on va pas mettre de chaîne de caractères, on va mettre integer pour qu'il prenne en charge le numéro. Et si c'est par exemple pour la monnaie, genre salaire, on va dire double, parce que avec les salaires, souvent, on a la chance de tomber sur deux virgules. Bon, en France, c'est pas encore, c'est pas possible, mais en dollars, en euros, c'est possible. Donc, par exemple, double salaire, salary, et ça va prendre, en fait, les doubles ici, c'est le nombre réel de 64 bits. Et donc, avec une virgule à la fin. On aura les cas dans lesquels on va explorer, on va exploiter ça ou explorer ça. Oui, parce que tu peux faire autant de migrations en même temps. Mais ce qui est conseillé, c'est que ça soit ordonné. Si tu fais une migration par table, c'est mieux. Maintenant, il y a des tables croisées qu'on peut faire en une seule migration. Je pense qu'on va tomber sur ces cas-là. Vu qu'on va sortir ici avec un système, un prototype réel, on va faire ça avec nous. Ici, on est d'abord en train exploiter tout le côté de migration. Tu vois, on a parlé, il y a des champs dont on n'a pas évoqué ici, c'est comme ça que j'essaie de les évoquer ici. Euh, double, integer, voilà. Il y a beaucoup de champs en MySQL que nous connaissons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît, qui a l'idée d'un autre des champs qu'on n'a pas mis? Il y en a beaucoup, hein. Voilà. Pour stocker les JSON, les objets JSON. Maintenant, le bien avec lui, c'est que les JSON, comme c'est une chaîne de caractères, même avec long test, ça va marcher. C'est pas obligatoire de, voilà. Il va juste se sérialiser. C'est comme un champ sérialisé. C'est réalisable. Voilà. Donc, on pourra pas tout exploiter, mais au moins, on sait que l'objectif ici, c'est d'utiliser des migrations. Donc, avec ça, vous voyez, nous avons create, et puis ici, nous avons down, avec drop if exist. Ça signifie quoi? C'est une fonction qui va supprimer la table si elle existe. Drop if exist. Et puis, tu mets le nom de la table. Est-ce que vous voyez? Donc, pour, et, oui, quoi. Drop if exist, c'est une fonction du rollback. Tu as le up et le down. Le up, c'est pour la création. Le down, c'est pour le rollback. Ça signifie que tu as créé, maintenant tu veux rentrer à l'état initial. C'est la non-création. Donc, il va supprimer. Avant de créer une table, c'est qu'elle n'existait pas. Voilà pourquoi on a la méthode app pour la faire exister. Et si on veut rentrer à l'état initial, donc, rentrer à l'état où la table n'existait pas, on vient dans down. Et on doit mettre la fonction qui permet de faire la suppression. Ici, c'est schema drop if exist person. Oui, ça dit qu'on ne peut existe, on ne peut drop qu'est-ce qui existe. En fait, c'est une façon d'être prudent. Drop if exist. Sinon, tu vas faire drop table, tu mets le nom de la table, il te sort une erreur. Oh, la table n'existe pas. Au lieu de tomber sur l'erreur, c'est comme une façon de gérer l'exception. Drop if exist. Voilà pourquoi aussi ils ont mis aussi drop if exist. Comme ça, en cas de problème, il ne génère pas. Ça répond à... Oui, boss. Hmm.
Très bien, c'est lors de l'exécution, c'est derrière même ce qu'on va faire. Parce qu'ici, on a créé notre schéma, comme je disais, mais on l'a pas encore exécuté. Maintenant, il faut exécuter ce schéma pour se rassurer qu'on peut avoir cette table-là. Si je reviens ici, oh my God, je reviens ici, j'ai rafraîchi. La table, personne n'y est pas. Maintenant, on doit exécuter. Mais quand on va exécuter, rassurez-vous qu'on va avoir plusieurs tables parce qu'il y a d'autres migrations qui étaient là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est notre table à nous qu'on a créée, notre migration. Et donc, pour exécuter, on va faire PHP Addison migrate. PHP Addison migrate. Vous voyez que c'est pas vous qui créez ça. Ça existe déjà. Donc, c'est des mots-clés simples, vous les retenez, puis c'est fini. PHP Addison migrate, et puis c'est bon. Vous voulez qu'on essaye? Personne ne va exploser ici, hein. Exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ici. C'est ce qu'on voit. Hein. Voilà. Mais comme on est dans l'étape de l'apprentissage, c'est comme ça qu'il faut faire un cas, vous exécutez, et si tout va bien, hmm. Alors, comme on a dit, c'est à nos risques et périls. Sur Enter, si quelqu'un explose ici, hein, c'est très bien. Donc, comment on fait pour paramétrer la base de données? On avait déjà notre fichier ici, env. Parce que le système ne va pas comprendre où il va mettre ça. Alors, le fichier env est là, on avait ça. DB connection, MySQL. DB host, alors, on peut mettre ça 7.0.0.1 ou localhost, c'est la même chose. Le port, c'est 3303. La base de données s'appelle formation, la rappelle. L'utilisateur, user, password, ça c'est le nom de ma fille. Voilà. Très bien. Là, c'est bon. Mais je vais vous dire quelque chose. Vas-y, boss. Oui, mais moi, dans ma base, moi, j'utilise le serveur de base de données chez moi. J'ai un utilisateur route. Je peux créer autant d'utilisateurs que je veux. Et leur donner les privilèges qu'il faut. Mais ça, on verra à la fin, surtout pour notre hacker, LG. On va lui montrer comment restreindre les accès à la base de données pour certaines personnes. Qui? Dodo. Ah, mais elle est où, Samantha? Ah, ça, c'est mon cas, moi. Hein? Hein? Bon. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, c'est bon. Alors, je voulais vous montrer que, en réalité, le clé que vous êtes en train de mettre là, pour une bonne fois pour toutes, ces clés-là, si vous ne trouvez pas ça ici, vous pouvez supprimer ça. En réalité, les fichiers PHP vient les chercher ici. Mais ça se trouve dans le dossier config. Vous allez à database et à l'intérieur, vous avez return avec un tableau. Et vous verrez ici que par défaut, connections, par défaut, nous avons, quels sont les types de connexions qu'il y a? SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, il a mis par défaut. Imaginez-vous, avec le même code, vous pouvez travailler sur SQL Server, PostgreSQL, MySQL et SQLite. Et par défaut, qu'est-ce que lui, il a dit? DB Connection. Vous voyez dans votre env là, DB Connection, il tire quoi? MySQL. Donc, il va venir ici dans Database, il va tirer ça. C'est ça qu'il va prendre. C'est ça qu'il va. Donc, voilà pourquoi. Donc, tous les éléments qu'on a mis là, vous voyez, il vient tirer ça ici. Env, URL, c'est database URL. Host, il fait env. Env là pointe sur votre env. Vous voyez? DB host, il est là. DB host, DB port. Par défaut, au cas où vous ne mettez pas ça ici, vous pouvez venir là, vous mettez les valeurs ici. S'il ne trouve pas ces clés-là, il va prendre les valeurs qu'il y a.
Est-ce que vous voyez? Ah, c'est comme ça. Non, il est par défaut en InnoDB. Par défaut, tu prends un InnoDB. Laravel est, parce qu'InnoDB, en fait, c'est le meilleur moteur pour les relationnels. Base de données relationnelles, il les prend par défaut InnoDB. Mais il y a des options qui peuvent te permettre de, tu vois, par exemple, là, il y a des options Engine Null. Mais Engine Null, là, lui, par défaut, il va prendre InnoDB. Tu peux lui définir, par exemple, InnoDB ou bien MyExam. Ça dépend de toi. Sauf une base de données doit se baser sur un moteur. Toi, tu vois nul ici, mais par défaut, il va mettre InnoDB. Maintenant, si tu veux changer, tu peux maintenant changer ça en mettant MyExam. Ça dépend de toi. Alors, les autres, ça, par exemple, vous regardez ici, Options. Il dit Extension Loaded. Donc, il doit recharger une extension au niveau de PHP qui s'appelle PDO MySQL. Parce que PHP doit se connecter, c'est le driver, c'est comme le pilote qui permet à PHP de se communiquer avec MySQL. Et tu as un array filter de quoi? Par exemple, ici, au cas où nous avons un SSL, ça dit que c'est une base de données sécurisée. Il y a certains échanges de bases de données où on place un certificat SSL. Donc, tu vois ici, nous, on n'a pas de certificat, donc il y aura rien. Après, il y a d'autres choses qu'on peut ajouter ici, des groupings. Lorsque vous faites des requêtes avec des requêtes groupées, vous tombez sur des erreurs. On peut venir configurer certaines choses ici. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, Monsieur Kondende nous avait déjà rappelé qu'il fallait qu'on configure ça. On a fait ça. Et il faut maintenant aller exécuter notre PHP Alison Migrate. C'est bon? Ah, attends. Carbone, oui, Carbone est là. Non, j'ai mis là aussi. Mais moi, en fait, j'ai des extensions d'ailleurs. Vous avez, pour travailler aussi de manière optimale comme moi, installez les extensions que j'ai. Après ici, attendez, ceci, voilà. Vous avez les extensions, c'est ici. OK. Vous pouvez installer des extensions comme par exemple le PHP IntelliSense. Ça, c'est pour avoir il détecte que c'est le PHP. Il peut te sortir aussi comment on appelle ça, les snippets, les codes. Par exemple, moi, quand je tape directement, il me montre que tu dois mettre la colonne. C'est PHP IntelliSense. Il est là. Mais c'est en anglais. Comment ça, tu peux appeler? Non, je vais. Attends, j'ai déjà ça. On dirait. Voilà, ça y est. Tu vois, nous avons PHP IntelliSense. Après, vous devez installer aussi Laravel Harrison. Vous devez installer Laravel Blade Formatter. Vous devez installer Laravel Blade Snippets. Vous avez Laravel Extra Intelligence. Et puis Laravel Go to Env, Laravel Go to Lang, Laravel Go to View. Mais ça y est, là, non? Ah, vous n'avez pas de connexion? Bon, vous allez le faire après. Sinon, on va vraiment mettre, mais ça résout ce problème de connexion. Que je remonte, hein? Et puis, vous devez prendre, c'est ce que Hugues cherchait là, c'est Namespace Resolver. Ouais. Pour que tu sois en mesure d'appeler des namespaces, par exemple, voilà, PHP Namespace Resolver. Quand vous rechargez ça, si vous avez cette extension-là, maintenant, par exemple, dans le cas que Hugues m'a demandé, si je supprime, je viens ici, je supprime Use Carbon. Je fais CTRL Shift K pour supprimer. Et quand je reviendrai ici, ça va être corrigé en rouge. Quand je clique dessus, je fais CTRL Shift I. Il va me proposer, attendez, je vais sortir de, hop, vous voyez, je vais faire ça, CTRL Alt I.
il va me proposer les namespaces. Vous voyez? Et moi, les carbones que je vais utiliser se trouvent dans le namespace carbone-carbone. Et quand j'ai fait ça, il a importé ça. Ça, c'est possible que quand tu as le PHP namespace resolver installé comme extension. C'est bon? Si vous étiez maintenant sur un IDE, voilà. Si vous étiez sur un IDE, vous n'aurez pas eu besoin de ça. Parce que l'IDE, il cherche automatiquement. C'est un IDE, il est fait pour ça. Et parmi les meilleurs, c'est PHP Storms. Vas-y, chef. Si nous avons, vous avez user, est-ce que nous pouvons laisser comme ça, faute, C'est un rapport avec en fait, l'utilisateur chez toi. Toi, tu utilises ta base de données, moi, pas je la ne mienne. connais pas le mot de passe, raison pour laquelle Exactement. Ça veut dire que tu n'as pas de mot de passe, tu vas laisser les mots de passe vides. Est-ce que tu vois? On a fait, tu étais là hier, non? J'ai même demandé à un ami de se connecter à ma base de données à distance, ici. Donc, ça veut dire que vous vous connectiez sans mon mot de passe, mais pour que si quelqu'un se connecte chez moi, il devait avoir mon adresse IP, être sur le même réseau que moi, et que je donne mon mot de passe. Donc, vous, chez vous, ne faites pas comme moi. Hein? Euh, vous allez vous limiter aux choses que vous avez. Ah, les extensions? Ça là? Ok. Donc, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai un mot de passe. Toi, tu n'as pas de mot de passe, tu n'aimais pas. Peut-être que chez toi, la base de données, c'est pas le même nom. Je vais mettre. Chacun fait un rapport avec ce qu'il a. Voilà. Moi, j'ai mis user. C'est comme à une fête de mariage, quand vous demandez de danser avec vos femmes. Si tu n'as pas de femme, tu prends la chaise. C'est bon, boss? Et c'est toujours intéressant de reproduire la même chose et d'exécuter aussi pour voir si vous avez des soucis. Je peux mettre d'abord pause à la vidéo, non? L'exécution, on avait déjà écrit notre commande, PHP Artisan Migration. C'est bon? Donc, PHP Artisan Migrate. À ne risquer P. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a regardé, ah, il y a un film de Bruce Willis. Un gamin au début, Die Hard, je pense, un gamin informaticien, il était chez lui et puis, tu te rappelles, non, un baki là, et un jouet est tombé sur le clavier, la touche Enter. Donc, dès que c'est tombé, ça a explosé. Donc, il avait des bombes à la maison. Donc, ici, là, il faut pas que quelqu'un sorte ici dans le clic sur un boum! Quelqu'un est éjecté de sa table. Hein? Bon. Alors, pop. Oh, c'est bon. Je voulais pas que vous puissiez regarder. Sinon, là, ça allait exploser. Là, c'est bon. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a exécuté la migration, alors, ça, c'est juste pour vous informer, hein. Préparation de la base de données, c'est bon. Creating migration table, done. Et puis, running migration. Et là, il a exécuté. Vous voyez, done, 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 done partout. Et c'est très bien. Laravel est devenu très bon. Au début, dans le Laravel 5, on n'avait même pas tout ça. C'est-à-dire, quand c'est passé, tu vois, c'est masse à écrit, mais aujourd'hui, c'est décoré, info, tout ça, c'est beau. Donc, donne, 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 donne. Mais où est notre table? C'est personne. Donc, personne s'est aussi créé avec succès. Ça a sorti une exception. Et c'est quoi l'exception?
Voilà, sûrement tu as quelque chose que tu n'as pas bien configuré. Est-ce que ta base de données est lancée? OK. Donc, on va essayer de résoudre son problème.